Bonjour à tous, bienvenue sur 3P2C et pour cette capsule de cours concernant le programme de seconde sur l'atomistique, c'est-à-dire atomes, éléments, ions et molécules. Alors c'est une capsule qui va être assez complète. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous avez toujours le loisir d'appuyer sur pause, de reprendre, de revenir en arrière, ce qui est quand même très pratique. Certains élèves se demandent des fois si on ne pourrait pas se munir d'une télécommande spéciale professeur en cours pour le stopper, faire retour en arrière. Bon, avec la capsule sur YouTube, c'est possible, c'est une bonne nouvelle. On commence par les atomes. Donc, qu'est-ce qu'un atome? Un atome, c'est un noyau constitué de protons et de neutrons. Tiens, vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais vous dessiner du lithium. Dessine-moi un lithium. Voilà. Les électrons sont quelque part autour du noyau. Ils ne sont pas sur des orbites. À une époque, on a raisonné avec les électrons comme avec les planètes autour du Soleil et on a monté, c'était le modèle planétaire de Rutherford et Bohr. Mais bon, on est revenu de cette affaire-là. Les électrons sont autour du noyau. On ne va pas appeler ça des orbites, on va appeler ça soit le nuage électronique, soit le cortège électronique. Cortège, c'est beaucoup plus joli. Nuage, c'est beaucoup plus représentatif du bazar. Sauf que ce n'est pas complètement un bazar, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre, on va y revenir. Plus les protons, neutre les neutrons, forcément, et négatif les électrons. Quelques caractéristiques. La masse d'un proton, c'est à peu près 1,67 10 puissance moins 27 kg. Ce n'est pas à mémoriser. On vous fournira toujours les données dans les exercices en termes de masse, en termes de charge. Le tableau périodique dont je vais parler tout à l'heure, on vous le fournira aussi. Vous devez savoir l'utiliser. C'est ça de très loin le plus important. Les neutrons, alors oui, la charge du proton, alors on utilise la lettre Q pour la charge, voilà, c'est quelque chose de traditionnel en physique. C'est 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Coulomb, grand C c'est coulomb, C comme charge, c'est facile, d'accord? Coulomb du nom du mathématicien qui a travaillé sur les courants électriques et sur les charges électriques. Mathématicien, il était peut-être, enfin physicien surtout. Le neutron, il a une masse qui est identique, alors à deux chiffres après la virgule près. C'est identique au proton et pour nous ça nous suffira et on n'ira pas voir au-delà. Le neutron a la même masse, donc 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et vous voyez, j'ai pas de place pour écrire la charge du neutron. Ça tombe bien, parce que le neutron, comme son nom l'indique, il est neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de charge. D'accord? Q égale 0. Les électrons, ils ont une masse beaucoup plus petite que celle des protons ou des neutrons, 9,11 10 puissance moins 31 kg. Et ils ont une charge qui vaut moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. C'est-à-dire que c'est exactement l'opposé de la charge du proton. Donc, vous savez depuis collège que l'atome est électriquement neutre. Ça veut dire quoi qu'il est électriquement neutre? Ça veut dire que sa charge électrique est nulle. Ça veut dire que la charge négative des électrons est compensée par la charge positive du noyau. Ça veut dire
comme la charge d'un électron est exactement l'opposé de la charge d'un proton, ben, qu'il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons autour. Attention, hein, celui-là, il n'en fait pas partie. Hein. D'accord? C'est un outsider. Il est juste là pour la vitrine. Ok, ici j'ai représenté un atome de lithium. Le lithium est défini par 3 protons dans son noyau. Et il a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucléons. Alors 7 nucléons, je vais le faire comme ça. 3 plus 4. D'accord? Donc il a 3 protons et 4 neutrons. Et comme c'est un atome et qu'il est neutre, eh bien, il a 3 électrons. Ok? Donc, si ça c'est ok pour vous, il faut que ça soit bien clair. Il faut que vous chassiez de votre idée toute brume, je dirais. Au maximum, on essaie de comprendre les choses, en particulier quand on voit au niveau historique comment s'est affiné le modèle d'atome. Il est impossible de penser qu'il y a des électrons dans le noyau. Puisque au début, on pensait que l'atome c'était comme une boule de billard, pleine. Ensuite, on s'est dit, ben, c'est une boule de billard, mais dans laquelle il y a des électrons. Du coup, on a dit que c'était le modèle du pudding au raisin, en disant les raisins c'est les électrons, et la pâte positive autour, ben, c'est la matière de l'atome, voilà, dans laquelle baignent les électrons. Et puis, en fait, grâce à Rutherford, à son expérience, on a vu que ben, voilà, les électrons, ben, d'ailleurs, dans mon cas, il y en a 3. Hein. Les électrons, eux, ils ne bougent pas, mais par contre, la matière qui est censée être dure, ben, en fait, elle est toute petite, toute petite. Donc, si vous prenez cette matière-là comme étant en gros la grosse boule de l'atome et que vous la réduisez, ben, de fait, les électrons, ils sortent. Voilà, ils ne sont plus à l'intérieur. D'accord ? Voilà. Donc, ça pour info, modèle de Dalton, modèle de Thomson et modèle de Rutherford. Voilà. Au sens strict, si on vous dit modèle de Rutherford, ben en fait c'est un noyau positif avec des électrons autour. Maintenant, Rutherford, lui, n'avait pas connu la découverte du proton. Nous, il faut qu'on garde une définition un peu plus complète, c'est que dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Alors, de ça, on va tirer quelques conclusions. La première, on voit quoi? On voit que la masse d'un électron par rapport à la masse d'un proton ou de la masse d'un neutron est très très petite. D'accord? Donc, la masse d'un électron, donc quoi? Donc la masse d'un atome, c'est la masse du noyau plus la masse des électrons, du cortège électronique, dit-on. La masse du noyau, c'est quoi? C'est la masse des protons plus la masse des neutrons. Ok. Quand on additionne des masses de protons et de neutrons, qu'on rajoute ou pas les électrons, ça fait rien du tout. C'est comme peser un vélo avec ou sans les mouches dessus. Donc de fait, on va s'habituer, quand on nous demandera la masse d'un atome, à calculer la somme des masses des protons et des neutrons, et ça suffira. Et de façon générale, on va être informé, ou bien on aura à chercher du nombre de nucléons dans le noyau, d'accord, qu'on appelle le nombre de masses. Donc, la masse de l'atome, on trouvera égale grand A, je vais y venir tout de suite, fois la masse d'un nucléon. Les nucléons, c'est les protons plus les neutrons.
Nucléon qui vient du latin nucleus, qui veut dire noyau. D'où réaction nucléaire, ben, ce sont des réactions qui concernent le noyau de l'atome. Ok. Le début du commencement de la base, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les électrons. Comment sont-ils placés, classés? On se rend compte que, même si les électrons ne sont pas sur des orbites, il y a un ordre dans la manière dont ils se situent autour du noyau. On dit qu'ils sont classés par couches. Et dans les couches, on peut situer des espaces différents, comme des compartiments dans un wagon, qu'on va appeler des sous-couches. Ici, j'ai fait un tableau. Enfin, j'ai reproduit une partie du tableau périodique des éléments. Ce tableau, comme tous les tableaux, comporte des lignes et des colonnes. Sur les lignes, on voit que les éléments sont classés par nombre de protons croissants, que j'ai mis en rouge, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce nombre de protons, on voit qu'il a une fonction particulière. Effectivement, si je rajoute un proton ici, ça n'est plus du lithium, c'est du beryllium. Si j'enlève un proton, c'est plus du lithium, c'est de l'hélium. Mon élément est défini par le nombre de protons. Alors, il y a une écriture conventionnelle ou notation symbolique, d'accord, dans laquelle le symbole de l'élément, ici par exemple c'est Na pour le sodium, je vais lui rajouter un ou deux nombres. Alors, dans les cases des tableaux périodiques, ils ne se sont pas tous mis d'accord, il peut y avoir un très grand nombre de données numériques. Le nombre entier le plus petit, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, et c'est le nombre de protons. Je garde volontairement la couleur rouge. D'accord? Nombre de protons. Vous voyez, ici, Li3. Donc, numéro atomique. On lui donne le nom de numéro atomique parce qu'on les a classés par numéro. D'accord? On a classé les éléments par numéro et c'est la logique de leur classement de gauche à droite par ligne, de la ligne du dessus à la ligne du dessous. Il y a un deuxième nombre qui est important, qui n'est pas toujours présent dans la colonne, qui vous sera fourni, si nécessaire, ou que vous aurez à trouver dans un exercice. À chaque fois, rassurez-vous, il n'y a pas de fourberie, vous n'aurez pas à sortir de derrière les fagots une donnée numérique inconnue. On ne peut pas vous demander de mémoriser le tableau périodique, on ne peut pas vous demander de mémoriser les données numériques que j'ai fournies là, donc pas de panique. Ici, vous avez le numéro atomique, la somme, en fait, du numéro atomique et du nombre de neutrons. Ça, souvent noté, donc, comme je l'ai écrit tout à l'heure, grand A. Grand A, qu'on appelle, à juste titre, le nombre de masses. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans un atome, ce qui pesait lourd, entre guillemets, c'est les protons et les neutrons. Donc, si on fait la somme des protons et des neutrons, on a ce qui va donner la masse, non seulement du noyau, mais plus globalement de l'atome. D'accord? Donc, on l'appelle nombre de masse, le nombre des protons et des neutrons. D'accord? Donc, c'est le nombre de nucléons. Ok. Donc ça c'est fait. On a posé les fondements. Maintenant, les électrons. J'y viens. Qu'est-ce qu'on sait sur un atome? On sait maintenant qu'un atome a autant d'électrons
que de protons. Donc, si je regarde une case ici, alors ça c'est fondamental, je regarde une case ici, j'ai le numéro atomique. Par exemple, le silicium, numéro atomique 14. D'accord ? Je sais donc qu'il a 14 électrons à l'état d'atome. D'accord ? Si c'est un ion, il peut gagner ou perdre des électrons, ok. Mais si c'est un atome, il a autant d'électrons que de protons. Numéro atomique 14, donc 14 électrons. Ces 14 électrons, dans quel wagon je les mets? Eh bien, il y a deux grands principes. Il y a un train. Voilà, avec la cheminée. Il est joli mon train. Qui tire des wagons. Dans les wagons, je mets les électrons. Ok. Dans le wagon numéro 1, il n'y a qu'un seul compartiment. Il s'appelle un S. Dans le wagon numéro 2, il y a deux compartiments. 2S et 2P. Dans le wagon numéro 3, il y a deux compartiments. 3S et 3P. D'accord ? Wagon numéro 1, wagon numéro 2, wagon numéro 3. À notre stade, c'est un peu délicat par rapport au programme de seconde. On ne peut pas vous expliquer pourquoi il y a des S et des P. D'accord ? Par contre, il faut le retenir et pouvoir faire le lien avec le tableau périodique. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux règles, je l'ai déjà dit, qui sont très importantes. C'est un train dans lequel on n'occupe pas le wagon 3, par exemple, si le wagon 2 n'est pas plein. Et on n'occupe pas le wagon 2 si le wagon 1 n'est pas plein. Donc, règle numéro 1, on occupe les sous-couches, donc, que j'ai appelées compartiments, les unes après les autres. Les unes après les autres. Le après voulant dire une fois que la précédente est remplie. Ce qui va nous intéresser, vous avez vu, j'ai fait volontairement la 1S, 2S, 3S plus petite que la 2P et la 3P. Et effectivement, dans les sous-couches 1S, S, 2S, 3S, on peut mettre 2 électrons dans chaque. Tandis que dans les 2P et 3P, on peut mettre 6 électrons dans chaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais d'abord occuper la 1S. S'il y a 2 électrons qui sont mis dans la 1S et que j'ai besoin de caser un corps des électrons, eh bien, je vais ouvrir la 2S. Si la 2S est remplie et que j'ai encore des électrons à caser, je vais ouvrir la 2P. Donc, une fois que j'ai casé 2, plus 6 électrons, puisque dans la 2P il y a 6 électrons, j'ouvre la 3S. Et enfin la 3P, 2 électrons plus tard. Voilà. D'accord? Ici j'ai 2 électrons, 6 électrons, 2 électrons, 6 électrons. C'est des places, ce sont des places, elles ne sont pas obligées d'être occupées. J'ai autant d'électrons que de protons dans mon noyau. Donc, j'ai parlé du silicium, numéro atomique 14. Ok, 14 électrons. Je vais mettre 2 électrons pour commencer dans ma couche 1S. Donc 1S2.
Dans ma couche 2s, je vais encore en mettre 2. Dans ma couche 2p, je peux en mettre 6. Vous voyez qu'au total, j'en ai casé 2 plus 2, 4 et 6, 10. Il me reste 4 électrons à caser. Je vais en mettre 2 dans la 3s. Il me reste 2 électrons à caser. Bah, du coup, je ne peux pas en mettre 6. D'accord ? Bah, j'en mets 2. Voilà ce qu'on appelle la configuration électronique ou la structure électronique ou la structure du cortège électronique de l'atome de silicium. De numéro atomique 14. 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2 égale 14. Vous pouvez vérifier. Maintenant, à chaque fois que j'ai changé, non pas de compartiment, mais de wagon, j'ai ouvert une couche. D'accord ? Une couche supplémentaire. Imaginez que vous êtes dans le Far West et que votre train se fasse attaquer par les Indiens. Bon, j'ai rien contre des Indiens, mais bon, voilà, je suis désolé, là, ils vont avoir le mauvais rôle. D'accord ? Ou pas des Indiens, là, par des bandits, des cambrioleurs. Ils arrivent à cheval. Et forcément, les premiers wagons qui vont réussir à attraper, ce sont les derniers. D'accord ? Ça dépend aussi de la vitesse du train, la vitesse du cheval. C'est un autre problème de physique. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, imaginez, votre atome, c'est comme un oignon avec plusieurs couches. S'il se passe quelque chose qui arrive de l'extérieur, ça ne va pas atteindre d'abord le cœur, ça va atteindre d'abord les couches périphériques, sur lesquelles il y a des électrons. Ces dernières couches sur lesquelles on a mis des électrons, on appelle ça la couche externe. Alors, pour nous, c'est laquelle ici, dans le cas du silicium? Eh bien, on a ouvert la troisième couche, c'est celle-là, la couche externe. Là, je vais effacer mon lithium, parce qu'il n'a plus rien à voir avec l'action. D'accord? Ça, c'est la couche externe. Les électrons qui sont dessus sont nommés aussi électrons externes, ou bien électrons de valence. Ok. Dans le cas du silicium, il y en a 2 plus 2, 4. Quatre électrons externes ou de valence. Alors, je vous invite à prendre le temps de construire la configuration électronique de tous les atomes qui sont là. Comme ça, c'est fait. Vous l'avez dans la tête, vous l'aurez fait au moins une fois. Si vous n'avez pas fait cet exercice au moins une fois, vous avez beaucoup moins de chances de maîtriser les problèmes qu'on va vous poser dessus. Et pourtant, c'est facile. Il suffit à chaque fois de rajouter un électron. Et quand une sous-couche est remplie, eh bien, on passe à la suivante. Dans cet ordre-là, toujours. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que le carbone, je vais faire dans une autre couleur pour qu'on voit mieux, le carbone, numéro atomique 6, a pour configuration électronique 1s, j'en mets 2, 2s, j'en mets 2, 2p, il en reste 2 à caser pour en avoir 6 au total, 2. Quelle est la couche externe? Ben, c'est la couche numéro 2. J'ai dû ouvrir la couche numéro 2, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la 3, d'accord? Donc ça, c'est ma couche externe. Combien d'électrons externes? 2 plus 2, 4. Comme le silicium. Comme le silicium. Ça n'est pas un hasard si le carbone et le silicium sont dans la même colonne. Le tableau périodique, en fait, a été construit d'une part pour avoir
des numéros atomiques croissants, donc le nombre de protons croissant dans le noyau, et d'autre part, pour avoir des... alors au début, ils ne savaient pas du tout d'où ça venait, Mendeleïev et ses précurseurs, mais en fait, on a mis dans la même colonne des éléments qui avaient les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire qui réagissaient de la même manière avec les mêmes espèces. Par exemple, ici, dans cette colonne, vous avez ce qu'on appelle les alcalins. Ils ont des réactions plus ou moins violentes avec l'eau. Voilà. Ici, vous avez les gaz nobles. Eh bien, précisément, on va y revenir, ils ne réagissent avec personne. Et ils ne se mettent avec personne. D'accord? Donc, à retenir, des éléments qui sont dans la même colonne sont des éléments qui ont le même type de réaction chimique, et ce sont des éléments qui ont le même nombre d'électrons externes. Je vous invite à vérifier ça avec d'autres colonnes et vous dire « Ah oui, mais là, ça alors, ils ont le même nombre d'électrons externes. Mais alors, comme il avait dit, c'est pas fou ?» Ok. À partir de là, on va pouvoir basculer sur une application intéressante. Les gaz nobles. Donc on va dire notion de stabilité. C'est simple. Si tu as besoin de quelque chose, tu bouges. Si tu n'as besoin de rien, tu ne bouges pas. Les gaz nobles ne réagissent avec rien, avec personne, si je puis dire, avec aucun autre élément. Ils ne font pas de liaison, ni même entre eux. Ils ne font pas de liaison avec d'autres éléments. Ils n'arrachent pas des électrons aux autres. Ils n'en donnent pas aux autres. Ils n'ont besoin de rien, donc ils ne bougent pas. Qu'est-ce qu'on constate sur les gaz nobles ? Eh bien, ils ont leur couche de valence saturée. Vous pouvez vérifier avec les configurations électroniques. D'ailleurs, on peut le dire, donc on peut le vérifier tout de suite. Couche de valence ou couche externe saturée, c'est-à-dire remplie. Effectivement, l'hélium de numéro atomique 2, configuration 1s2. La couche 1 est remplie. Le néon, numéro atomique 10, configuration 1s2, 2s2, 2p6, couche externe remplie, 8 électrons. Là, 2 plus 8 électrons. L'argon, 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dernière couche occupée, couche externe, remplie, avec au total 2 plus 6, 8 électrons sur leur dernière couche. Qu'est-ce qui va se passer? On constate que les autres, eux, ils changent. Par exemple, le fluor ne va pas rester à l'état d'atome comme ça, il va faire l'ion F-. Ça veut dire quoi F-? Ça veut dire que comme il a capté un électron, sa charge globale n'est plus 0, comme celle d'un atome, mais c'est moins. L'oxygène, lui, il va gagner 2 électrons et il va faire très couramment l'ion oxyde au 2-. Ça veut dire que comme il a capté 2 électrons, il n'est plus neutre, globalement, il a une charge de moins. D'accord? C'est-à-dire 2 fois la charge d'un électron, c'est ce qu'il a en plus du nombre de protons. Hein, lui, il a toujours 8 protons, mais au 2- à 8 plus 2, 10 électrons. Pour retenir, c'est un faux ami pour les ions. Je m'appelle moins si j'ai des électrons en plus, et je m'appelle plus si j'ai des électrons en moins. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la manière dont tout le monde va réagir. Et on se rend compte que tous veulent saturer leur dernière couche. Pourquoi l'oxygène veut avoir 2 électrons en plus? L'oxygène, configuration électronique
1s2, 2s2, 2p4. Il a combien d'électrons sur sa dernière couche? Il en a 2 plus 4, 6. Il va évoluer de plusieurs manières possibles, mais une manière remarquable selon laquelle l'oxygène évolue, vous ne trouverez pas dans la nature l'oxygène comme ça à l'état d'atome, il va chipper des électrons à droite à gauche, parce que si lui il en gagne, ça veut dire que d'autres en ont perdu, d'accord, pour avoir autant d'électrons que le néon, d'accord. Au niveau du noyau, il ne va pas bouger, mais au niveau des électrons, s'il chippe des électrons, donc s'il devient O2-, il va avoir la structure électronique du gaz noble qui est le plus proche pour lui. Un autre exemple, je vous ai dit que l'oxygène, s'il en prend, il va en piquer à d'autres. Bon, mais une espèce qui va volontiers perdre des électrons, l'aluminium, je le mets donc à l'opposé. L'aluminium, numéro atomique 13, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3, donc là on allait jusqu'à 10, 3s2, 3p1. Dernière couche occupée, la couche 3, combien d'électrons externes? 3 électrons. Alors, il y a un autre principe dans la nature, pour se rapprocher d'un gaz noble, il pourrait soit gagner 5 électrons, soit en perdre 3. La nature fait toujours ce qui lui coûte le moins. Ouais. Si vous prenez de l'eau, ça lui coûtera moins de tomber que de monter au plafond. D'accord? Et en fait, ça coûtera moins à de l'aluminium de perdre 3 électrons que d'en gagner 5. Parce qu'il a toujours un noyau qui est positif et qui mine de rien, aime toujours quand même attirer les électrons. D'accord? Donc, bref, là on rentre dans d'autres considérations. L'aluminium va perdre ces 3 électrons et il va ressembler de nouveau à l'hélium. Donc la règle à retenir, un élément, enfin, un atome, va évoluer spontanément de façon à remplir, à saturer sa couche externe, donc soit en acquérant des électrons, soit en perdant des électrons qu'il a en plus. D'accord ? L'aluminium va perdre 3 électrons, va faire l'ion. Donc une fois qu'il va les perdre, ceux-là, et les externes, il va devenir l'ion Al3+, tandis que l'oxygène, lui, va gagner 2 électrons pour devenir l'ion oxyde O2-. D'ailleurs, au passage, les deux vont s'allier, mais pas directement comme ça, pour faire ce qu'on appelle l'alumine. Si je prends 2 aluminiums et 3 oxydes, je compense 3 fois 2, 6 charges positives, avec 2 fois 3, 6 charges négatives, et j'obtiens effectivement l'alumine qu'on trouve comme sous la forme d'une couche à la surface de tous les solides d'aluminium qui se trouvent un tant soit peu en contact avec le dioxygène de l'atmosphère. Dernière étape, on a compris que les modèles que tous va limiter, c'est les gaz nobles, sauf que il peut être trop coûteux à un atome d'arracher ou de céder des électrons. Une autre stratégie qui ressemble pas mal à la stratégie commerciale, c'est celle du compte joint. Je n'ai pas assez d'argent tout seul pour démarrer une affaire, tu n'as pas assez d'argent, nous allons nous allier à tous les deux, nous allons en avoir assez. En fait, que se passe-t-il? Regardez bien. Le carbone, typiquement, on l'a dit tout à l'heure, il a 4 électrons externes. Comme je vous l'ai dit, la chimie ne se passe qu'au niveau des électrons et en fait, surtout au niveau des électrons externes, pour nous en tout cas. Je ne vais représenter que eux.
L'hydrogène, le pauvre, n'a qu'un seul électron, il se balade, et que va-t-il se passer? Eh bien, autant le carbone que l'hydrogène ont intérêt à faire une liaison ensemble. Parce que chacun, de son point de vue, voit son nombre d'électrons externes augmenter. Pour l'hydrogène, le but, c'est de ressembler à l'hélium. Donc avoir un deuxième électron lui suffit. Et lui, de son point de vue, il voit autour de lui deux électrons. Donc ça l'intéresse. Le carbone, lui, s'il veut ressembler au gaz noble le plus proche, alors soit il faudrait qu'il perde 4 électrons, soit il faudrait qu'il en gagne 4. En fait, il va en gagner 4. D'accord? La plupart du temps, c'est ça qui se passe. Il va les gagner comment? Eh bien, il va faire 4 liaisons. Parce que là, il n'a gagné qu'un électron. Là, de son point de vue, autour de lui, il y a 5 électrons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un grand coup de sifflet. Il va appeler d'autres hydrogènes qui, eux, vont être tous très contents de gagner chacun un électron pour ressembler électroniquement à l'hélium. Et le carbone, lui, quand il compte son monde autour de lui, il voit 8 électrons externes. Il est content. Il a autant d'électrons externes que le néon. Du coup, il est stable. Mesdames, messieurs, nous venons d'assister à la naissance du méthane. C'est un carbone, 4 hydrogènes, CH4. Le méthane. Si je suis l'azote, si je suis l'azote, j'ai un électron externe en plus. 1, 2, 3, 4, et j'en dessine un ici. J'ai besoin d'avoir donc seulement 3 électrons de plus que je vais acquérir avec des hydrogènes. Chacun d'eux va accepter le marché parce que comme ça, sa configuration ressemble à celle de l'hélium. L'azote, lui, voit autour de lui 8 électrons. Sur ces 8 électrons, il y en a 2 qui sont restés bien sagement avec lui, qui n'ont pas servi à faire des liaisons, qu'on appelle des doublés non liants. Non liants, puisque pas dans les liaisons. C'est presque pas une définition, c'est juste une description, presque. Voilà. Alors, maintenant qu'on a compris tous les grands principes, juste une petite application, on va construire une molécule. Donc, par exemple, que peut-il se passer avec de l'hydrogène, du carbone et du chlore? Donc l'hydrogène, pour le savoir, on prend sa configuration électronique, puisqu'on sait tout se passe avec les électrons. 1s1. Le carbone, on l'a vu tout à l'heure, 1s2, 2s2, 2p2. Donc, lui, il a un électron sur sa couche externe. Lui, il a 4 électrons sur sa couche externe. Le chlore, numéro atomique 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Je peux dessiner chacun tel qu'il est avant qu'il se passe quoi que ce soit. L'hydrogène, un électron. Le carbone, 4 électrons externes. Et le chlore, 7 électrons externes. On voit tout de suite, en reprenant l'exemple de l'azote, que ici, il y a 2 électrons qui ne vont pas servir à faire des liaisons, et ici 2 électrons qui ne vont pas servir à faire des liaisons. Donc ils sont des doublés non liants. Excusez-moi, j'ai oublié un électron, parce que sinon ça ne faisait pas 7 électrons externes. Et voilà,
le chlore a 3 doublés non liants. Que peut-il se passer? Bon, tout à l'heure j'ai construit le méthane. Bon, le carbone ne s'associe pas qu'avec des hydrogènes. Il peut très bien s'associer, par exemple, aussi avec du chlore. Donc je mets le carbone au milieu. Je fais venir 2 hydrogènes. Et je fais venir 2 chlores. Un ici. Voilà. Donc les doublés non liants du chlore, ben, ils restent là où ils étaient, si je puis dire. Et les doublés liants, donc, qui sont les liaisons, d'accord, sont là. À partir de là, je peux dessiner, une fois que j'ai défini la notion de doublé liant pour les liaisons et doublé non liant pour les électrons qui vont rester proches, enfin sur un atome mais qui ne vont pas intervenir dans une liaison, je peux me dispenser à ce niveau-là de représenter tous les électrons. Je vais juste représenter les doublés et donc faire ce que j'appelle représentation de Lewis. Donc H, C, Cl, H, Cl. Ici, n'oublions pas les doublés non liants. Veuillez accueillir chaleureusement le CH2Cl2 qui est le dichlorométhane. Le dichlorométhane qui sert d'éluant pour les chromatographies sur couche mince, les CCM. Vous savez qu'on met donc au fond de la cuve à éluer et qui va remonter le long de la plaque chromatographique. Au passage, il faut signaler qu'il n'existe pas que des liaisons simples. La mise en commun des électrons peut donner lieu à des liaisons doubles, voire triples. Donc, à titre d'exemple, le dioxygène, voilà, avec des doublés non liants sur chaque oxygène, et ici, les doublés de liaison. D'accord? Donc ça, c'est une liaison double. Et un autre titre d'exemple, donc le diazote. On voit que si on compte les électrons, on peut faire le même compte que ce qu'on a fait tout à l'heure en les comptant un par un. Bon, mais là, on les compte 2 par 2 en comptant les doublés. Chaque oxygène a autour de lui 8 électrons sur sa couche externe, c'est-à-dire 4 doublés. L'azote, pareil, 4 doublés. Le chlore, pareil, 4 doublés. Le carbone, 4 doublés. Bon, il n'y a que l'hydrogène, lui, il n'a pas besoin d'avoir 4 doublés parce qu'il veut ressembler à l'hélium. Voilà. Juste pour dire que, on s'en doute, l'énergie de liaison, dans le cas d'une liaison triple, est supérieure à celle d'une double liaison, qui est elle-même supérieure à celle d'une simple liaison. On va définir basiquement l'énergie de liaison comme étant l'énergie qu'il faudrait fournir pour casser la liaison. Voilà, c'était à peu près tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Il reste, si vous êtes sûr de maîtriser le programme, de faire quelques exercices. Je vous invite pour ça à consulter les exercices corrigés de vos manuels, à vous exercer avec le tableau périodique, à retrouver la charge d'un noyau en faisant le nombre de protons multiplié par la charge d'un proton, à retrouver la masse d'un noyau en faisant le nombre de nucléons multiplié par la masse d'un nucléon. Si vous avez des difficultés, faites-moi des commentaires.
et j'essaierai de vous répondre. Donc je vous souhaite un bon courage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.